Pour certains, Luc Besson est un génie du cinéma français. Pour d'autres, il est le symbole d'un système où le pouvoir, l'influence et les réseaux ont longtemps permis de faire taire les critiques. Pendant près de 30 ans, le réalisateur de Léon et du Cinquième élément a bâti un véritable empire. Une maison de production, des studios géants, une école de cinéma, des liens au plus haut sommet de l'État, puis à partir de 2018, tout bascule. Les enquêtes se multiplient, des femmes prennent la parole, d'anciennes étudiantes témoignent, la justice s'en mêle et derrière le rêve d'un Hollywood à la française apparaît une réalité beaucoup moins reluisante. Voici l'histoire de l'ascension et des controverses de Luc Besson. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler du réalisateur Luc Besson. Cette année, l'affaire Luc Besson est réouverte concernant la plainte de l'actrice Sand Van Roy qui avait accusé Luc Besson en 2018 d'agression S. Donc étant donné que le tribunal se prononcera le 23 juin sur la réouverture ou pas de ces investigations, de ce fait, je me suis dit qu'il était intéressant de vous faire une rétrospective de toutes les tempêtes médiatiques autour de Luc Besson. On va parler donc de son ascension vers le succès, puis de la dégringolade avec les accusations d'agression S, également de toutes les bizarreries autour du financement de son école de cinéma. Donc voilà, l'heure du point est arrivée. Installez-vous confortablement. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier mon fidèle sponsor. N'oubliez pas que vous avez les vidéos disponibles au format podcast pour ceux qui préfèrent. Les liens sont en barre d'infos. Et avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement mon sponsor du jour, CyberGhost VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? La grande question à laquelle je réponds à chaque fois parce que tout le monde peut-être ne sait pas. Un VPN, il s'agit d'un logiciel qui vous permet de crypter vos données personnelles, donc tout ce qui est coordonnées bancaires, adresse email, mot de passe, tout ça, ça passe dans une espèce de petit tunnel privé et sécurisé et ça masque votre adresse IP, donc vous êtes invisible aux yeux des pirates, des hackers et sites malveillants. Donc là, niveau protection, on est bien. Et à côté de ça, le côté cool, c'est que vous pouvez débloquer du contenu géorestreint sur une quarantaine de plateformes. Et pour ça, c'est vraiment un jeu d'enfant. En 3 clics, c'est réglé. Vous vous rendez sur CyberGhost, vous sélectionnez le pays auquel vous souhaitez avoir le catalogue, donc par exemple Netflix ou Disney, Amazon, peu importe. Vous cliquez sur, imaginons, je me connecte aux States pour voir le catalogue des États-Unis. Et ben voilà, juste je sélectionne le pays, je me connecte et c'est comme si j'y étais. Je vous rappelle que les catalogues des plateformes, ils ne sont pas tous pareils. D'un pays à l'autre, ça varie. Donc là, vous aurez vraiment en fait accès à tous les catalogues de tous les pays. Ça marche aussi pour le streaming. Vous pourrez regarder des émissions sur des chaînes étrangères auxquelles vous n'avez pas accès en France. Et si vous demandez si c'est compatible avec vos appareils, eh bien c'est compatible avec tous les systèmes d'exploitation Mac, Windows, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Donc tout ce qui est votre tablette, votre télé connectée, votre console, votre ordinateur, le portable, et en faire encore profiter la famille. Je pense qu'il restera un peu de place. Et comme d'habitude, grâce à mon lien que je vous mets en barre d'infos, également en commentaire épinglé, vous pourrez profiter de 83% de réduction avec 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous reviendra donc à seulement 2,03 € par mois. Et si jamais ça ne vous plaisait pas, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Et si vous avez le moindre pépin, il y a également une assistance technique disponible 24 heures sur 24 en français. Et c'est 7 jours sur 7. Tout le temps. Merci encore CyberGhost de sponsoriser mon travail. Revenons donc aux origines. Luc Besson est né le 18 mars 1959 à Paris. Il est le fils unique d'un couple de moniteurs de plongée et il passe son enfance au bord de la mer, en Grèce, notamment dans les clubs med où ses parents enseignent. Il a 10 ans lorsqu'il revient vivre en région parisienne et après le divorce de ses parents, Luc rentre en pension, mais les études ne l'intéressent pas. Il se passionne pour la photo, l'écriture et s'imagine même devenir plongeur spécialiste des dauphins. C'est d'ailleurs à cette période qu'il imagine le Grand Bleu. Mais un grave accident de plongée à 17 ans brise son rêve. Empêché à vie de replonger, il retourne sans conviction sur les bancs de l'école, passe son temps au cinéma, son autre passion, et là,
grâce à son beau-père, il décroche un petit boulot de stagiaire sur le tournage d'un court-métrage. Il décide donc d'arrêter le lycée pour se consacrer au cinéma. Donc, il fait ses armes en tant que stagiaire sur de nombreux tournages, également en tant que machiniste. Il fonde sa maison de production Les Films du Loup et part pour Hollywood. De retour en France, il gravit les échelons de stagiaire jusqu'à deuxième assistant. Il réalise de nombreux clips, des courts-métrages, même des reportages au Gaumont. Et en 83 sort son premier film, Le Dernier Combat, récompensé au Festival de science-fiction d'Avoriaz. Les Films du Loup deviennent alors les films du Dauphin. Gaumont le soutient pour la réalisation de Subway avec Isabelle Adjani et Christophe Lambert. Et là, on fait une petite parenthèse sur le cinéma du look, mouvement auquel est souvent associé Luc Besson. C'est un mouvement qui a émergé en France dans les années 80. Il se concentre sur la création de mondes visuels époustouflants, souvent fantastiques, pour émerveiller les spectateurs. Les réalisateurs du cinéma du look utilisent des techniques de mise en scène innovantes, des effets spéciaux de pointe et une esthétique visuelle distinctive pour créer des mondes qui défient l'imagination. Et Luc Besson est considéré comme un pionnier du cinéma du look avec ses premiers films tels que Le Dernier Combat et Subway. Son style visuel a fait une impression durable sur le public et il a influencé de nombreux autres réalisateurs dans le monde. Donc il y aura vraiment cette patte sur pratiquement toute la filmographie de Luc Besson. Suite à ça, le grand public va surtout découvrir Luc Besson grâce au Grand Bleu. Il enchaîne alors les longs métrages. Nikita sort en 90, dont la vedette n'est autre que sa femme de l'époque, Anne Parillot, rencontrée en 86, avec qui il aura une fille Juliette qui naîtra le 21 mai 87, mais le couple divorce en 91 car au cours de la cérémonie de remise des Césars, il rencontre Maïwenn Lebesco, une jeune actrice de 15 ans, qu'il épouse l'année suivante en 92, année où il monte une deuxième maison de production, Lilou Productions, qui sera rebaptisée EuropaCorp en 2000. En 93, Luc et Maïwenn accueillent une petite fille, Shana, juste avant le succès en salle de Léon en 94, puis en 97, sa carrière prend une stature internationale avec Le Cinquième Élément, film français le plus coûteux de l'époque, au passage, qui lui vaut le César du meilleur réalisateur avec en tête d'affiche Bruce Willis et Mila Jovovich, dont il tombe fou amoureux lors du tournage. Du coup, il se sépare de Maïwenn et il épouse Mila la même année en 97, mais ils divorceront 2 ans plus tard en 99. Alors pour la partie sentimentale, il est marié depuis 2004 à la productrice Virginie Silla, belle-sœur de l'acteur Vincent Pérez, avec qui il a 3 enfants, Talia, Satine et Mao. Et en dehors de son travail dans l'industrie cinématographique, il s'est également impliqué dans la protection de l'environnement, notamment en finançant des campagnes pour la préservation des océans. Et au tournant des années 2000, Luc se consacre essentiellement, via sa société EuropaCorp, à la production de nombreux blockbusters dont il signe également le scénario. Pour en citer quelques-uns, Taxi, Yamakasi, Le Transporteur et Tekken, qui ont chacun d'ailleurs donné lieu à des suites. Mais il effectue un retour à la réalisation avec la comédie romantique Angel A, qui sort en 2005, tournée dans le plus grand secret à Paris, puis le film d'animation Arthur et les Minimoys, adaptation de son propre livre pour enfants, qui est un véritable succès et aura plusieurs suites, dont une avec sa fille Talia pour Arthur Malédiction, qui est sortie en 2022. Autre grosse production qu'on peut retenir, en 2014, Lucy, avec Scarlett Johansson, qui dépasse les 459 millions de dollars de recettes mondiales. Son film le plus ambitieux, Valérian et la Cité des 1000 planètes, en 2017, essuie cependant un échec critique et commercial, mais il rebondit avec Dracula en 2025, qui rencontre un large succès international, et il a même foulé le tapis rouge pour la première, avec sa toute nouvelle compagne de 32 ans, sa cadette, Sarah Saltman, une avocate et chroniqueuse rencontrée sur le plateau des Grandes Gueules. Une idée qui a surpris tout le monde, étant donné le soutien infaillible de sa femme, Virginie Silla, lors de la tempête de 2018. Et bon, ça on en reparlera plus tard. Donc voici vraiment un bref aperçu de la carrière de Luc Besson. Naturellement, je ne peux pas vous citer tout ce qu'il a fait comme film, mais voilà, un bon échantillon. Et donc, dans tout ça, on va quand même retenir un grand rêve de Luc Besson, qu'il tient depuis les années 90. Une idée fixe, en fait, qu'il poursuit. Faire de la France une alternative à
Hollywood, à savoir un cinéma capable de produire des blockbusters sans dépendre des studios américains. Donc, années 90, il est en train d'enchaîner les succès, Nikita, Léon, Le Cinquième Élément, mais ce dernier film est tourné en Angleterre. Et pourquoi? Parce qu'en France, les infrastructures ne permettent pas encore de produire ce type de film à grande échelle. Et c'est là donc qu'est née l'idée d'un complexe industriel du cinéma. Un lieu unique, tout en un, production, tournage, décor et post-production. Donc cette idée va germer dans sa tête et en 2002, Luc Besson repère un site, une ancienne centrale thermique EDF à Saint-Denis, un lieu qu'il connaît déjà puisqu'il y a tourné des scènes de Nikita et Léon. Donc cette friche industrielle des années 30 abandonnée depuis 81, devient dans son esprit un projet gigantesque. Ce sera la future cité du cinéma. Alors le budget estimé, on rigole pas, hein, il est quand même assez colossal. On parle d'environ 140 à 170 millions d'euros. Luc Besson, via sa société EuropaCorp, ne peut pas le financer seul. Et dès 2004, la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, étudie le projet, puis le juge trop risqué. Rentabilité incertaine, dépendance aux tournages internationaux, le modèle est fragile, bref, le projet est donc bloqué. Mais Luc Besson ne renonce pas, il va s'entourer de nouveaux relais, il se rapproche de Dominique de Villepin, Premier ministre entre 2005 et 2007 sous Jacques Chirac, puis entre en scène Christophe Lambert, le publicitaire, ancien de Publicis, pas l'acteur, qui lui va structurer le projet politiquement. Donc là, l'idée évolue, ce n'est plus un projet privé, ça devient un projet d'intérêt national, un outil pour le rayonnement culturel français. Et avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée en 2007, le dossier s'accélère. Autour de Luc Besson vont graviter plusieurs personnalités. On parle de Grégoire Chertok de la banque Rothschild, proche de Jean-François Copé, Antoine Bernheim, figure majeure de la finance française, Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet de Sarkozy, devenue secrétaire générale d'EuropaCorp. Donc là, il y a du beau monde qui s'associe à lui. Et selon plusieurs sources, Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, aurait transmis à la Caisse des dépôts l'intérêt du pouvoir exécutif pour le projet. L'Élysée est intéressée. À partir de là, la Cité du cinéma change de statut. Elle devient un projet d'aménagement du territoire. Donc là, on va créer un montage financier qui va être finalisé via une structure dédiée, Nef Lumière. Donc là, il y a 75% qui sera financé par la Caisse des dépôts, 25% par Vinci Immobilier. Et comme je disais donc, pour un budget d'environ 170 millions d'euros, et ben là on aura 42 millions apportés par la CDC, 14 millions par Vinci et 84 millions financés par un pool de banques. Voilà, donc les financements sont en place. Sur le chantier, les visites politiques s'enchaînent. François Fillon, alors Premier ministre, Christine Albanel, puis Frédéric Mitterrand, les ministres de la Culture, Valérie Pécresse, également l'école Louis Lumière s'installe sur le site. Donc la Cité du cinéma ouvre en septembre 2012 à Saint-Denis. On parle quand même de 62 000 m², 9 plateaux de tournage, des ateliers, l'école donc de cinéma Louis Lumière qui va s'installer là-bas, une salle de projection, des bureaux. Donc sur le papier, c'est un projet monumental, mais très vite, un problème apparaît. Les 9 plateaux de tournage, pourtant modernes et gigantesques, sont désespérément vide. Et même Luc Besson himself ne peut se permettre une inauguration sans tournage majeur. Donc là, c'était un peu chaud cacao. Et il y a également un autre constat qui s'impose. Sans incitation fiscale forte, la France reste peu compétitive. Alors il y a un professionnel du secteur qui a assez bien résumé la situation. En fait, entre les coûts de production et les crédits d'impôt limités, environ 4 millions d'euros, la Cité du cinéma revient 2 fois plus cher en fait que ses concurrents européens. Le Royaume-Uni et l'Allemagne, par exemple, attirent davantage de production internationale. Et oui, la France, c'est trop cher. Autre point aussi qu'il faut relever, c'est que c'est pas aussi beau sur le terrain que c'était sur le papier. Les techniciens commencent à pointer des problèmes, des bassins de tournage nécessitent des travaux supplémentaires, certains ateliers sont trop petits pour certains décors, des portes de plateau sont trop basses pour des structures standards, les loges sont séparées des studios par une rue extérieure, il y a
a même des suspicions informelles de brouilleurs de réseau dans certains bureaux. Donc oui, la Cité du cinéma fonctionne, mais avec des contraintes quand même inattendues. Et comme je vous disais donc, les 9 plateaux qui représentent environ 11 000 m², et ben, à l'ouverture, ils sont vides. Donc autour du projet, on a Jacques Séguéla qui défend pourtant une vision très optimiste. Les acteurs américains viendront naturellement en France et la cité deviendra l'équivalent européen d'Hollywood. Mais dans les faits, les productions étrangères restent limitées. Donc pour rentabiliser le site, une autre activité va se développer. Donc la Grande Nef, ancienne structure industrielle spectaculaire, devient un lieu événementiel. Il va y avoir des défilés, des soirées corporate, des lancements de produits pour Orange, Veolia, Carrefour, Total et même des événements privés. Donc Cité du cinéma, oui, ça devient partiellement événementiel. Et au cœur de ce complexe, Luc Besson crée aussi l'école de la Cité. Alors c'est une école gratuite, sans diplôme requis, pour former scénaristes et réalisateurs. Pourquoi sans diplôme requis? Parce que Luc Besson étant lui-même une tanche à l'école, il n'aimait pas ça, et ben il voulait offrir l'opportunité aux non-diplômés de quand même pouvoir faire carrière dans le cinéma. Sauf que dans les faits, cette école est directement intégrée à l'écosystème EuropaCorp, au studio et au tournage, et c'est précisément cette proximité qui, des années plus tard, va devenir un point de tension. Alors déjà, à partir de 2013, donc très rapidement, juste après que la cité est ouverte, le dossier va se fragiliser d'autant plus, car la Cour des comptes alerte sur les conditions du financement. On a l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières qui ouvre une enquête. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, s'intéresse aussi à EuropaCorp, soupçonnée de ne pas avoir correctement communiqué ses pertes. Une autre procédure vise aussi des opérations financières internes, notamment liées à des actifs de la holding personnelle de Besson. Alors la Cour des comptes rappelle que la Caisse des dépôts avait initialement refusé le projet en 2004, le jugeant trop risqué. Du coup, elle s'interroge sur le fait qu'un projet porté par une société privée, EuropaCorp, ait pu bénéficier d'un soutien public aussi massif. Elle souligne aussi la proximité entre le projet, certains cercles politiques et les hautes sphères de l'État, notamment via ce fameux Christophe Lambert. Oui, vous l'aurez compris, il y a quand même baleine sous caillou. C'était quand même censé être un projet privé. On a réussi à injecter l'argent du contribuable finalement pour faire ce Hollywood à la française, et ce grâce à des chemins de traverse. C'est un peu discutable comme manière de faire. Bon, en tout cas, dans ce contexte, Luc Besson s'installe progressivement à Los Angeles, où il possède une résidence. EuropaCorp se rapproche d'acteurs américains comme Relativity Media, mais en France, certains dénoncent une structure trop verrouillée, peu ouverte, où l'accès au plateau est très contrôlé. Donc la cité fonctionne, mais ne devient pas le pôle fédérateur espéré. Bon, pour autant, elle reste ouverte. Elle avait été menacée à plusieurs reprises de fermer. Elle est restée ouverte. Et en 2018, l'enquête préliminaire donc sur les éventuels détournements de fonds publics est classée sans suite. Donc c'était l'enquête qui avait été ouverte en 2013, après signalement de la Cour des comptes. Bon, finalement, ça n'a abouti à aucune poursuite. Mais la même année, en 2018 donc, le magazine SoFilm recueille les témoignages de nombreux anciens élèves de l'école de la Cité. Et là, ça va pas être terrible. Plus d'une soixantaine d'anciens étudiants décrivent un climat interne difficile, parfois qualifié de toxique. Ils évoquent des situations de pression, une hiérarchie très verticale et une proximité permanente avec l'univers EuropaCorp, où les opportunités professionnelles dépendent fortement du réseau interne. Donc ce n'est pas seulement une école indépendante, c'est un lieu imbriqué dans un système de production dominé par une seule figure et son entourage. Donc Luc Besson et sa petite sphère. Dans la même période, Mediapart publie plusieurs enquêtes sur des accusations visant Luc Besson. Parmi les témoignages recueillis, certaines anciennes étudiantes de l'école de la Cité décrivent des comportements inappropriés dans un contexte où formation, stage et accès au milieu pro sont étroitement liés. Et ça, ce n'est pas un événement isolé, parce que la première à avoir dénoncé les comportements présumés de Luc Besson, on va rester prudent,
dedans. Comportement présumé de Luc Besson. C'était en mai 2018. Il s'agit de Sand van Roy, une actrice belgeo-néerlandaise qui accuse Luc Besson de l'avoir abusé d'elle dans une suite de l'hôtel Bristol à Paris le soir du 17 mai. Et donc elle porte plainte directe le lendemain. À Mediapart, celle qui a obtenu des rôles dans 3 films de Luc Besson, Taxi 5, Valériane et Anna, relate 2 années de relations S non désirées et violentes, parfois jusqu'au sang, même pendant son sommeil. Elle raconte la peur permanente d'être blacklistée et coupée au montage. Celle qui appelait parfois Luc Besson mon cœur ou mon amour s'est donc confiée à Mediapart. Elle dit: il me téléphonait tous les jours, envoyait des cœurs par SMS, tout en me faisant subir des violences et des humiliations. Je vivais dans un état de confusion. Ses proches décrivent une spirale de manipulation et de menaces qui aurait rendu Sand totalement vulnérable jusqu'à cette nuit où Luc Besson donc lui demande de faire le déplacement de Cannes à Paris afin de le rejoindre dans sa chambre d'hôtel. Motif: une réunion de travail sur le film Anna, dans lequel elle a un rôle plus important que les précédents. Elle a raconté également sur BFM qu'elle avait bien exprimé son refus. J'ai dit arrête, c'était clair, net. Il m'a imposé des actes S très humiliants. J'ai montré que j'avais du dégoût, que je n'avais pas envie. C'est aussi un non. Mais ça s'arrête pas là, parce que donc il y a eu cet incident à l'hôtel. Dès le lendemain, elle a porté plainte. Et bien 2 mois après cette plainte, elle dépose une nouvelle plainte contre Luc Besson pour d'autres VIOLS et agressions commises selon elle entre 2016 et 2018. Épisode donc de cette relation d'emprise professionnelle sous menace de rétorsion sur sa carrière d'actrice. Alors Luc Besson, lui, n'a pas la même version. Il dit juste avoir regretté une relation extra-conjugale dans un contexte de subordination, alors que Sand avait tourné dans certains de ses films. Mais il avait relaté un rapport consenti empreint de douceur. Et dans tout ça, donc, sa femme le soutient. Oui, il l'a trompé, mais elle dit que ce n'est pas un agresseur. Voilà. Donc non, pour le clan Besson, son avocat conteste ces accusations qualifiées de délirantes. Il dit que son client n'a jamais abusé ni d'elle ni de qui que ce soit. Mais après cette première plainte, les réactions ne se font pas attendre. Quelques jours plus tard, la célèbre Rose McGowan, l'une des actrices ayant dénoncé Harvey Weinstein, tweet: je me demandais combien de temps cela allait prendre. J'ai entendu parler de vous, monsieur. 3 petits points. On a également l'actrice italienne, enfin actrice entre autres, elle est aussi productrice, réalisatrice, DJ, etc. Asia Argento, qui raconte aussi avoir reçu des témoignages de femmes, l'une racontant que lors d'une entrevue à Paris pour un rôle, il se serait jeté sur elle pour la toucher et l'embrasser, et c'est à 4 pattes qu'elle aurait réussi à s'échapper de son bureau. En juillet 2018, le parquet de Paris reçoit une lettre envoyée par une directrice de casting ayant travaillé à plusieurs reprises avec Luc Besson entre 2002 et 2005, dans laquelle elle dénonce des faits qu'elle qualifie d'agression S. Elle raconte un climat très sexualisé, des gestes inappropriés. Luc l'aurait embrassée dans le cou, prise sur ses genoux, lui aurait demandé des gâteries en public et touché les seins et les fesses dans un ascenseur et une salle de visionnage. Un comportement qu'elle décrit comme un harcèlement S et moral permanent. D'autres femmes ont rapporté des comportements similaires, dont 2 anciennes employées et stagiaires, une mannequin, 2 anciennes étudiantes de l'école de la Cité, et à chaque fois le même scénario: des câlins, des bisous dans le cou, des baisers forcés, des mains aux fesses et une zone de flou permanente entretenue par le comportement paternaliste de Luc, qualifié de nounours par ses équipes. Alors il y a Karine Isambert, productrice de théâtre, ancienne mannequin et seule femme à ce moment-là à avoir parlé sous son vrai nom dans Mediapart, qui raconte son entrevue avec Luc en 95. Donc je vous cite son témoignage. J'apprends par mon agence que Luc Besson veut me rencontrer. Cela se fait dans le salon privé d'un hôtel à Londres. J'ai senti que j'avais un prédateur en face de moi qui n'était pas du tout là pour un casting. Il a regardé mon book en faisant des remarques très déplacées, puis m'a demandé de dîner avec lui. Il me disait: les actrices, il faut qu'on ait envie de les monter en l'air. J'essaie de trouver un autre mot pour détourner. C'est allé crescendo, j'avais peur. Au moment de se dire au revoir, Luc Besson va pour lui faire la bise, mais il lui aurait attrapé les fesses de force pour la presser contre lui et l'aurait embrassée très près des lèvres. De peur qu'il aille plus loin, elle se serait alors dégagée brutalement, et cette histoire-là, elle l'a racontée à plusieurs personnes. Alors on a maître Karine Durieux-Diebolt,
l'avocate de Sainte Van Roy, qui explique que beaucoup de ces faits sont hélas prescrits, sauf dans un autre cas, mais la personne n'est pas encore prête, enfin en tout cas à ce moment-là, elle n'était pas encore prête à se constituer partie civile, et elle dit dans ces cas de VIOL ou d'agression S, il y a souvent très peu de preuves matérielles directes, c'est un faisceau de présomption et le doute profite à l'accusé. La police a également auditionné la directrice de casting qui avait écrit donc au parquet de Paris et l'une des deux étudiantes, et Luc Besson a lui été entendu lors d'une audition libre et une confrontation devait avoir lieu avec Sainte Van Roy qui serait selon son avocate très remontée et confortée dans sa décision depuis la publication des 5 nouveaux témoignages. Elle a reçu très peu de soutien en France, précise l'avocate, à tel point qu'elle a stoppé sa carrière ici et a été coupée au montage du film Anna. Et sachez que Sainte Van Roy a aussi porté plainte contre le journal Le Point, qu'elle accuse d'avoir fait circuler de fausses informations à son sujet en lui prêtant un passé de call girl. Mais le plus frappant quand même, on peut se le dire, ça reste l'omerta qui règne dans le cinéma français à propos de cette affaire. Et là on a justement Marine Tourchi, qui est journaliste Mediapart, qui dit: on a trouvé des portes fermées lors de notre enquête. Beaucoup d'acteurs, d'actrices ou de producteurs que l'on a contactés préfèrent attendre des avancées judiciaires pour s'exprimer, alors que nous avons pourtant révélé 9 témoignages détaillés qui ont demandé beaucoup de courage aux femmes et aux témoins qui craignent d'être blacklistés. Au-delà de cette affaire, il faut que le cinéma s'interroge sur ces pratiques et sur le déséquilibre qui existe entre des producteurs tout-puissants et des actrices précaires en début de carrière. Est-ce normal de faire passer un casting à une mineure dans une chambre d'hôtel? Est-ce normal pour une actrice de devoir dîner avec un producteur? Là, les questions qui se posent. Une situation qui a essayé de faire bouger le collectif 50-50 pour 2020, collectif qui a été créé le lendemain de l'affaire Weinstein. Et là, je vous cite ce qu'explique Sandrine Brouwer, productrice et porte-parole du collectif. Plus les femmes seront à des postes de pouvoir dans le cinéma, moins les abus seront possibles. Notre combat, ce sont les chiffres. Aujourd'hui, seuls 23% des films sont réalisés par des femmes. Donc selon elle, la prise de conscience est en bonne voie, les lignes bougent. On constate que sur les plateaux de tournage, l'ambiance est plus sereine. Bon, c'est déjà ça, hein, vous me direz. Concernant l'affaire Sainte Van Roy, suite au dépôt de plainte de 2018, sachez que la justice s'est prononcée à 4 reprises depuis. Ça a été classé sans suite le 25 février 2019. Il y a eu un non-lieu le 8 décembre 2021, confirmé par la Chambre de l'instruction le 24 mai 2022 et un arrêt de non-admission du pourvoi le 21 juin 2023. Mais, cette année, février 2026, le parquet général a rendu des réquisitions demandant la réouverture des investigations. Coup de théâtre donc, il considère que des analyses ADN réalisées sur un sous-vêtement de Sainte Van Roy constituent un nouvel élément susceptible de caractériser des charges nouvelles, justifiant donc la réouverture de l'information en vue de nouvelles investigations. Alors le conseil de Sainte Van Roy a fait valoir que l'ADN de Luc Besson a été formellement retrouvé sur la partie postérieure du sous-vêtement porté par sa cliente le soir des faits dénoncés et il regrette que ce sous-vêtement n'ait jamais été expertisé de manière adéquate au cours de l'enquête et il qualifie ce point de fait matériel capital ignoré. Du coup, le mardi 2 juin, il y a une audience qui s'est tenue à la chambre de l'instruction qui opposait l'avocat de Sainte Van Roy à la défense de Luc Besson et ce sera donc le 23 juin prochain que la cour d'appel de Paris tranchera sur une éventuelle réouverture des investigations visant Luc Besson. Donc, affaire à suivre. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui se passe autour de Luc Besson depuis toutes ces années. Alors oui, vous me direz c'est un brillant réalisateur, mais l'un n'empêche pas l'autre. Donc attendons quand même de voir ce qui va se passer. Et je vous invite, si vous êtes intéressé sur cette histoire de la cité du cinéma à son école, il y a une vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps justement qui parlait vraiment en détail des conditions de cette école et du climat qui s'y instaurait. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle était très intéressante et elle complétera du coup très bien cette vidéo parce qu'ils vont vraiment beaucoup plus dans les détails. Écoutez, affaire à suivre donc. Je vais m'arrêter là.
Je remercie encore CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets le lien à nouveau à l'écran, mais vous le retrouverez également en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction et des 4 mois en plus offerts. L'abonnement vous revient donc à 2,03 € par mois. N'hésitez pas au moins à tester. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah, bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.